Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qualifying Podcast où on va parler du Grand Prix de Miami. Mais avant tout, je dois vous présenter notre invité pour cet épisode, c'est Léane. Comment tu vas, Léane ? Ça va et toi ? Bah super, écoute, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et comment tu es lié au milieu automobile ? Du coup, je m'appelle Léane, je suis photographe automobile, j'ai 17 ans. Je suis la photographe de Dorian Boccolati et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Théo Pourchère. Ok, super. Et du coup, comment tu as découvert cette passion pour la Formule 1 ? Alors à la base, je regarde pas du tout la Formule 1, c'est vraiment mon petit frère qui est à fond dans le sport auto. Et bon, à force de forcer, il m'a fait regarder Drive to Survive, donc c'est plutôt récent. Et je me suis pris de passion directement. À côté de ça, moi à la base, je posais, donc je n'étais pas vraiment photographe. Et le GP de Monaco est tombé à pile poil, genre peut-être 2 mois après avoir eu l'idée de faire photographe automobile. Et je me suis lancée dans la photo automobile juste après ça. Et du coup, après, j'ai fait grandir mon compte, on peut le retrouver d'ailleurs. Et voilà. Ok, et alors c'est quoi le rêve, l'objectif ultime ? Ah, l'objectif ultime, moi j'aimerais travailler pour un team de Formule 1. Être la photographe officielle d'une team. McLaren. Ouais. McLaren en particulier ? Ouais, McLaren, une petite affection quand même pour Sécurité. Après, travailler pour Ferrari, Mercedes. Oui, ce serait bien aussi. C'est fou parce que chaque team a son charme et chaque team a son histoire et c'était hyper intéressant. Donc voilà. Avant de commencer à parler de la course, on va juste aborder un petit sujet, moi, qui me tenait à cœur. C'était la dernière livrée de Ferrari, où alors ils nous ont un petit peu teasé pendant des jours et des jours avant, où ils mettaient des photos sur Instagram, des vidéos sur YouTube, où ils disaient « ça va être bleu, ça va être incroyable ». Tout le monde s'imaginait des choses assez dingues. Et puis après, quand ils ont révélé la voiture, c'était un petit peu décevant, vu que la voiture était rouge avec juste 2 lignes bleues. Et du coup, c'était pas très différent en fait de ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, j'étais partie sur vraiment la livrée d'Inoco dans Cars. Genre quand ils ont passé de rouge à bleu, je pensais à ça. C'est ça, je pense que tout le monde pensait ça. Et j'étais pas spécialement convaincue déjà de la livrée, comment je me l'étais imaginée. Et puis je l'ai vue et j'étais pas convaincue non plus. J'ai pas trop En fait, le bleu qu'ils ont utilisé n'était pas terrible selon moi. Après, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, j'ai pas trop adhéré la livrée. En tout cas, je pense que ce qui était quand même le plus décevant dans l'histoire, c'est qu'au final, il n'y avait qu'une petite touche de bleu et que ça changeait pas spécialement de la voiture d'habitude. Je pense que c'est plus ça, que les gens s'attendaient à vraiment un gros changement. Et en fait, c'était pas vraiment si différent, quoi. Oui, c'est ça, ils ont sorti une livrée en disant oui, ça va être de ouf et tout, et en vrai, ça n'a pas spécialement changé. En fait, je crois qu'ils ont juste changé le jaune et le bleu. Ils ont transformé tout ce qui était jaune en bleu. Ouais, c'est ça. C'était pas très Et du coup, tu vois, il y avait des vidéos sur YouTube où il y avait Charles et Carlos qui étaient en train de dire ouais, on va modifier ça. Et en fait, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont choisi au final ? C'est surtout que la tenue en elle-même, elle est full bleue. Du coup, j'ai pas trop compris. Mais je trouve que la combinaison des pilotes, elle était assez stylée. Ça, je trouve que c'était bien. Mais bon, après, la voiture. Vintage. La voiture. Ouais. En vrai, je change pas spécialement. Après, on lui demande juste de rouler techniquement, mais bon, c'est pas très grave. Je pense surtout c'est parce qu'ils avaient un nouveau sponsor et qu'ils devaient dire on va quand même faire un petit geste, tu vois, pour leur dire mettre un petit autocollant dans la voiture. Ouais, ils ont payé beaucoup d'argent, donc ça devait être ça, on va dire. Alors du coup maintenant on va parler de la course sprint et d'abord des qualifs. Il n'y a pas grand chose de surprenant à souligner, hein. Donc Max en premier, Charles en deuxième et Sergio Pérez en troisième. Donc ça c'est quand même assez normal. Mais par contre Daniel Ricciardo qui se met en 4ème position, ça je pense que ça fait très très plaisir. On attendait son retour depuis longtemps. Enfin moi je suis un gros fan de Daniel, donc ça fait plaisir et je pense que tout le monde était très content et on se disait ça y est, il est de retour, donc très très belle performance. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je suis hyper contente qu'il ait réussi à se qualifier parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend qu'il revienne. Il a retrouvé un baquet l'année dernière un peu en plein milieu de la saison. Là de le voir P4, je pensais que ça lui avait redonné confiance pour la course. Et finalement, le résultat n'était pas spécialement convaincant. Du coup, c'est vrai que la montagne russe du sprint, où il a vraiment brillé pour le coup, et après, dans la course, moins,
Après, je suis hyper contente qu'il ait été P4 pour la course au sprint. C'était vraiment une très belle performance pour le coup. Surtout qu'il a tenu devant Sainz, il a tenu juste devant. Donc franchement, toute la course, il a brillé. Mais je sais bien, tu enchaînes directement. On va parler de la course sprint où en fait il n'y a pas eu vraiment de choses incroyables au niveau des 3 premiers. Hein. C'est resté comme lors des qualifs. Évidemment, sur le circuit de Miami, c'est assez compliqué de dépasser. Mais par contre, je trouve que le seul truc qui était vraiment palpitant, moi j'étais vraiment j'étais stressé en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une course comme ça, où je me disais vraiment est-ce que Daniel il va pouvoir garder sa 4ème place et jusqu'au dernier tour, il y a Carlos qui était vraiment très très près, qui a tout tenté. Et c'était vraiment agréable à voir. Et je pense que tout le monde était content du résultat, surtout chez RB. Donc franchement, 5 points d'un coup. Surtout, il n'en avait pas marqué depuis le début de la saison. Donc ça a fait plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que il y avait du suspense pour une fois, alors que les courses au sprint, d'habitude, bon, c'est pas très palpitant. Là, je trouve qu'il y avait une petite excitation qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, quoi. Non, c'est sûr. Et puis même lui, finalement, Ricardo en lui-même, il pensait pas tenir face à Sainz. Et finalement, il a réussi. Donc franchement... Non, ça a été hyper cool. J'ai vraiment apprécié la course au sprint pour ça. Ça a été sympa. Alors évidemment, on en a parlé un petit peu déjà, mais on se dit ça y est, il arrive à être 4ème, le comeback. Il va faire pareil. Et puis là, les qualifs, c'est un désastre. Et il se met seulement en 18ème, je pense. Il est éliminé en Q1. Et alors en plus, il avait une pénalité, je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, il commençait dernier de la course. Donc vraiment, il est passé de 4ème à tout dernier. Ça, c'était vraiment très très décevant, quoi. Non, c'est vraiment dommage parce que vraiment, à l'interview de la course au sprint, il était trop heureux. Et je me suis dit, il a repris confiance. Et puis voilà, la course après les qualifs, ça a été un peu bancal, quoi. C'est vraiment nul. Du coup, je sais pas ce que le team en pense derrière, ce qu'ils vont faire, parce qu'il a quand même fait P4 à la course au sprint, mais ça reste quand même qu'une course au sprint. Faut voir comment ils vont gérer ça et espérons qu'il garde son baquet, parce que moi je veux pas le voir partir. Je pense que c'est un très très bon pilote et malgré le fait que ça fait quelques années qu'il descend dans les bas-fonds de la Formule 1, je pense qu'il mérite quand même sa place sur la grille. Alors, un autre point important dont il faut parler durant la course sprint, c'est au premier tour, au premier virage, Hamilton qui nous fait une folie, hein, il se dit je vais tout tenter, et du coup il fait un freinage tardif, Alonso qui essaye de l'éviter, qui rentre dans Norris, et donc Stroll par la même occasion, donc Stroll et Norris qui sont éliminés dès le premier tour. Ça c'est assez dommage, surtout que Norris était très très bien placé. Et Alonso qui a eu des problèmes après avec son pneu et qui était dernier de la course au sprint. On sent quand même que Hamilton, dans sa conduite, depuis qu'il a signé le contrat chez Ferrari, il est un peu plus agressif, ou il est un peu énervé, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est mon ressenti à moi, mais ouais, je sais pas. On dirait qu'il tente le tout pour le tout. Chaque course, il en veut, c'est pas grave. C'est surtout que les qualifs, c'est assez compliqué pour l'instant, donc je pense qu'il se dit j'ai pas d'autre solution que d'y aller beaucoup plus fort alors que d'habitude avec la Mercedes, il était tranquille, même s'il se qualifiait pas devant. Il savait redépasser tout le monde en quelques tours. Là, je pense qu'il se dit bon, c'est le premier tour où je dois tout tenter parce que sinon après je vais rester bloqué. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a été bloqué derrière Magnussen pendant des tours et des tours. On sent une différence dans la conduite, une différence dans le comportement où il a l'air plus agacé que d'habitude. Même Toto Wolff avait fait une réaction pour dire qu'il était moins respectueux vis-à-vis de la voiture et du travail des pilotes, du travail du team. Donc je pense qu'il y a un changement aussi de sa part, mais c'est normal, il doit être juste gavé des résultats qu'il a. Il passe de je gagne des titres quasiment tous les ans à et je galère à passer la Q3. Je pense qu'il y a aussi un énervement, un agacement de sa part, et c'est aussi pour ça qu'on voit que dans la conduite ça change, quoi. Ouais, c'est sûr que ça doit être très compliqué d'un point de vue psychologique quand t'es au top comme ça pendant aussi longtemps. Et surtout, déjà l'année passée, il a galéré pendant toute la saison et ça s'est pas amélioré cette année. Même on a l'impression en fait qu'ils sont en train de reculer, Mercedes, par rapport à 2023. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils trouvent des solutions pour l'instant et même, ça a pas l'air de progresser, quoi. Non, mais de toute façon, le championnat constructeur, là, pour l'instant, le top 3, c'est Red Bull, Ferrari, McLaren. McLaren a plus de points, quand même pas mal.
face à Mercedes, ce qui est quand même fou, parce qu'à la base, c'est quand même l'inverse. Donc, on va dire que McLaren a su remonter et Mercedes, elle bloque et elle recule même sur certains trucs. Enfin, que les Mercedes se battent avec les As. Moi, ça m'a un peu perturbé quand même pendant le Grand Prix. Je sais pas si c'est la course au sprint ou le Grand Prix, mais voir les As se battre avec des Mercedes, c'est du jamais vu depuis très longtemps. Ouais, c'était les deux. Hein. Je pense que pendant le sprint, c'était avec Magnussen et pendant la course, c'était avec Hülkenberg. Donc, effectivement, c'est un peu bizarre de se dire que Hamilton dans une Mercedes n'arrive pas à dépasser une Haas. Donc, ça prouve peut-être que Haas est en fait meilleur que ce qu'on avait imaginé aussi, peut-être, parce qu'ils arrivent quand même à marquer des points maintenant régulièrement. Et surtout Hülkenberg qui arrive à se mettre en Q3 aussi ces dernières fois. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là, il y a peut-être une grosse progression et plutôt la descente chez Mercedes. Donc c'est assez... Bon, après, ça change un petit peu l'ordre du top 10. C'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'on a envie de voir Hamilton quand même revenir et se battre pour la première place. Ouais, à mon avis, ça faudra attendre avec Ferrari plutôt, mais avec Mercedes, je pense pas que ce sera cette année. Non, ce sera pas cette année avec Mercedes. Mais je pense que chez Ferrari, il y a moyen. Je pense que Vassar, il a une gestion différente de celle de Binotto, donc les gens osent plus s'exprimer et on voit l'évolution maintenant dans la course, que les voitures, les pilotes, on met quand même mieux. Je sais pas comment enfin, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je pense qu'avec Ferrari, il y a moyen qu'il puisse gagner son dernier titre et qu'il puisse partir en beauté, quoi. C'est vrai qu'il ça a l'air d'être plus serein chez Ferrari. Les autres années, c'était chaque fois la stratégie. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils font ça ressemble à rien. Et c'est vrai que cette année, ça a l'air d'être quand même mieux à ce niveau-là. Et effectivement, il y a le gros point aussi de négociation avec Adrian Newey, là, qui va peut-être aller chez Ferrari. Donc, si Fred Vasseur il arrive à avoir Hamilton, à avoir Newey, ça pourrait quand même totalement changer et remettre Ferrari devant. Donc, peut-être qu'il est en train de placer tous ces pions-là. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a plus de solidité que les saisons précédentes. Donc, on croise les doigts pour que ce soit un peu différent et que ce soit plus Red Bull qui soit devant. Oui. Bah déjà cette année on voit que Red Bull le niveau est quand même redescendu et que ça se retrouve à peu près au même niveau puisque en saison de l'année dernière, fin de saison, on Ferrari devant au McLaren carrément on était on regardait pas la course parce qu'on savait que c'était Red Bull qui était déjà devant donc là on voit quand même que le niveau il est redescendu ou qu'ils ont remonté parce que maintenant ça se rééquilibre quand même. Je trouve que c'est plus intéressant les grands prix où le niveau il est quand même assez similaire. Bon, après il faut souligner quand même que Magnussen il a tout fait pour rester devant, tout ça en fait pour protéger Hülkenberg qui était juste devant et qui allait marquer un point pour Haas très important. Donc il a tout tenté, il a coupé des virages, il a poussé Hamilton hors de la piste et du coup il s'est pris je ne sais pas combien de pénalités en une fois. On était à 35 secondes il me semble. Voilà, je pense pas qu'on pouvait faire plus que ça. Voilà. Avec les points sur le permis aussi, il a pris des points sur le permis. Il me semble qu'il lui en reste 3 sur les 12, donc je ne sais pas trop. Donc, On va voir qu'il a fait exactement pareil durant la course et que c'était que le début. On s'est dit, ok, il était très très chaud pour une course sprint, c'est un peu bizarre, mais bon, on comprend que c'était pour marquer un point avec son équipe. Mais par contre, durant la course, là, c'est un peu plus bizarre parce qu'il n'était pas dans une position vraiment où ça avait un intérêt de se battre comme ça. Donc, il y a des gens qui disent qu'il a envie de prendre des vacances et qu'il veut être sorti pour la prochaine course. Maintenant, on va parler des qualifs pour la course. Moi, je trouve ils ont un peu changé le format parce qu'avant, tu vois, avec la course sprint, c'était un peu différent. Donc maintenant, il y avait la course sprint et puis le soir, les qualifs. Moi, je trouve ça un peu bizarre encore d'avoir les deux la même journée. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu perturbant, moi, je trouve. Mais bon, les pilotes, ça a l'air d'aller. Moi, ça me choque pas spécialement. Ça fait une bonne journée de Formule 1, quoi, pour nous. Après, je sais pas, plus les pilotes, s'ils sont fatigués ou s'il y a quelque chose, ou si eux ça les dérange. En tout cas, moi ça me choque pas spécialement le doublon de tout dans la même journée. Après, de toute façon, la course au sprint, c'est pas spécialement quelque chose que j'adore. Je trouve pas ça super intéressant non plus. Mais les deux dans la même journée, non, ça me choque pas. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est ce qu'on a vu déjà en Chine, c'est que du coup, quand il y a une course sprint, il n'y a qu'un seul essai libre avant.
Et du coup, c'est vrai que les équipes ont peut-être pas le temps de faire tous les réglages et tout. Et ça a fait un petit peu de changement dans le top 10 à ce niveau-là où il y avait peut-être un peu plus de surprises. Donc, pour ça, c'est peut-être une bonne chose. Maintenant, bon, il y a toujours Max qui gagne, qui est devant. Donc, en vrai, ça ne change pas tellement. Voilà. Mais c'est vrai que la course sprint, moi, je suis toujours pas convaincu en fait de l'utilité. Je sais pas vraiment pourquoi ils ont voulu ajouter ça. À moins de mettre peut-être plus de points. C'est vrai que c'est quand même risqué de crasher sa voiture pour en fait peut-être marquer 2 points et pas pouvoir faire les qualifs après. Donc je trouve que pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule. En plus de ça, sur les courses où on ne peut pas spécialement doubler, du coup la course sprint, en fait, les résultats de la grille, en général, c'est les résultats de l'arrivée. Donc il n'y a pas de... Ouais, non, je suis pas trop fan, je sais pas. Ça peut être intéressant aussi, mais c'est pas ce que je préfère dans la formule. Donc les éliminés en Q1 et de Sauber, donc Joe et Bottas. C'est pas très surprenant. Enfin, ce qui est un peu plus surprenant quand même, c'est que Joe, ça fait quand même plusieurs courses où il est dernier. Donc ça, c'est très bizarre quand même. Il arrive même pas à se mettre devant les Williams. Je sais pas trop ce qui se passe. Et alors Bottas, c'est un petit peu dommage parce qu'on se disait qu'il pouvait peut-être viser mieux, peut-être la Q3 même. Mais ouais, c'est pas top non plus quoi à ce niveau-là. Un autre choc, on en a déjà un peu parlé, mais forcément c'est Ricciardo qui se fait sortir en Q1. Et du coup, ouais, la déception, c'est très bizarre parce que voilà, on pensait d'un coup il avait un nouveau châssis, qu'il était plus à l'aise avec la voiture et bon, ça tient à pas grand-chose, hein, c'est très serré cette saison, mais bon voilà, être sorti en Q1, c'est très très, très décevant. Être sorti en Q1 après une P4, franchement, c'est... J'étais super déçue. Enfin, je m'attendais à mieux. Au moins, la Q2, passer la Q2. Mais non. C'est hyper dommage. Hein. Franchement, je pense qu'il y a surtout un problème de mindset. Parce que là, il est coincé dans un truc de se dire... je suis remplaçable hyper rapidement. Je veux dire, Lawson, dans les paddocks, il est comme ça derrière. Il attend juste sa place. Et lui, il est là. Ça se voit qu'il n'arrive pas. Et ça fait quelques années déjà. Depuis McLaren, il y arrive plus. Donc, c'est vrai que... Là, pour reprendre le bon mindset, je pense que c'est vraiment juste ça en plus. Parce que comment expliquer que Yuki Tsunoda y arrive et pas lui? Je pense qu'il y a un problème de mental. Il est déçu, lui. C'est ça, surtout là, avec la 4ème position, on s'est dit, il reprend le dessus sur Tsunoda. Et bon, voilà, on voit dans les qualifs que c'est de nouveau l'inverse. Tsunoda, il arrive à se mettre en Q3. Donc, je pense que... Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas encore compris peut-être avec la voiture et je sais pas. Il va y avoir, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie de mental. Il était au plus haut, il est redescendu et bon maintenant pour remonter, faut y aller quoi. Donc c'est vrai que la P4, je pensais que ça l'avait reboosté un peu. Ouais, on pensait tous. Ouais. Et alors du coup, voilà, Magnussen en 19e position, ça c'est pas très surprenant, enfin quand même un petit peu par rapport à Hülkenberg, mais bon ça montre surtout à quel point Hülkenberg il est en forme cette saison. Et alors Logan Sargeant en 17, voilà. Je trouve que depuis qu'il a signé son contrat chez Sauber pour Audi, il va mieux. Hein. Clairement la conduite va mieux, les résultats sont meilleurs je trouve. Ça a peut-être un impact. Sûrement, et je pense que du coup ça fait l'effet inverse sur Magnussen qui lui se dit moi je sais pas où je serai l'année prochaine et du coup je pense que ça lui ajoute de la pression et ça joue aussi sur les résultats. On sait très bien que c'est tout le temps le côté psychologique et voilà, il y en a un qui prend le dessus alors que peut-être au début de la saison ils étaient quand même assez proches les deux pilotes et là vraiment Hülkenberg on voit maintenant ça fait plusieurs courses qu'il est en Q3 sans souci, donc c'est quand même assez flagrant la différence quoi, de performance. De plus que si Magnussen, lui, après, il sort, parce que du coup, s'il a plus de points de permis, il va conduire. Donc du coup, forcément, je pense qu'il y aura... il sera remplacé par Oli Biermann. Donc en fait, il n'y aura même pas de question de dire l'année prochaine. S'il se fait remplacer par Oli Biermann, l'année prochaine, pour avoir un baquet... On se dit, ouais, on a un pilote et il perd ses points de permis au bout de la 5e course, c'est grave un peu, je pense. Là, pour le coup, je pense que c'est chaud pour lui. S'il a un baquet l'année prochaine, c'est un miracle, hein, parce que là, il est mal parti. Ouais, moi je vois pas trop d'intérêt de le garder. Déjà, cette saison, moi, je trouvais que c'est un pilote un peu qui avait fait son temps, tu vois. Alors que Hülkenberg, bon, il a déjà montré plusieurs fois qu'il savait quand même être au top. Je trouve que Magnussen, ça fait quand même des années où
il fait rien de spécial. Donc déjà maintenant, il y a un siège de libre, donc c'est sûr Lieberman chez Haas. Ça c'est clair. Maintenant, le deuxième, je pense qu'il faudrait quand même un pilote plus expérimenté, tu vois, pour contrebalancer avec Non, je suis un d'accord. rookie, quoi. On va parler maintenant de la Q2, et là, le gros choc, c'est Fernando Alonso qui se fait éliminer en 15e position. Ça, C'est réel. c'est assez incroyable, hein. J'y croyais pas. Stroll qui arrive à le devancer. Ouais, pour une fois, Stroll qui est devant, qui est en 11e position. Donc, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais c'est vrai que les Aston n'étaient pas trop en forme pour ce Grand Prix. Mais pour ce Grand Prix, puis même tout le long, j'ai pas vu spécialement plus de performances que ça, alors qu'au début, il y en avait quand même. Donc c'est vrai que là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et alors, les deux Alpines aussi, bon ça, il y a déjà une progression, hein, vu qu'elles étaient vraiment dans les dernières... Esteban qui a marqué le premier point. Non, franchement, les Alpines, je pense qu'il y a quand même une évolution qui s'est faite. Malgré le fait que ça reste pas terrible, quoi, quand même. C'est pas... Ouais, on va pas se mentir, mais il y a une petite progression, donc peut-être que dans quelques courses, il y en a un des deux qui pourra viser la Q3. Et alors Albon qui se met 14e. Bon, ça, je pense pas qu'il puisse faire vraiment mieux avec la Williams. Je pense que c'est le maximum. Mais bon, voilà, au moins il montre quand même toujours que Sargent devrait faire au moins aussi bien. Ouais, il y avait un petit truc bizarre dans la Q2, c'est que Hamilton, par exemple, il a fait un meilleur temps en Q2 qu'en Q3. Et alors en Q3, on a vu qu'il y avait vraiment une perte dans les temps. Les chronos étaient moins bons qu'en Q2. Donc je sais pas si c'est la piste vraiment qui a évolué. Mais on a vu même plusieurs pilotes mettre des médiums pour faire leur temps en Q3, ce qui est assez surprenant. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus personne qui a amélioré son chrono. Donc c'était un petit peu bizarre à ce niveau-là. Peut-être c'est à cause des températures de la piste qui étaient très élevées et du coup les pneus qui tenaient pas du tout. Mais du coup les deux Ferrari qui se mettent deuxième et troisième, on se disait c'est la deuxième meilleure voiture. Hein. Ça fait déjà plusieurs courses où c'est quand même le cas. Et je pense que personne n'attendait les McLaren. Hein. Bon, elles étaient bien placées, mais on se disait quand même s'il y a quelqu'un qui doit gagner la course, s'il se passe quelque chose, c'est plutôt une Ferrari. Hein. Je pense que tout le monde misait sur Charles. Hein. On se disait, ok, Charles deuxième, il peut peut-être tenter quelque chose. Et du coup, on va parler maintenant de la course. Hein. Et je pense que toute la première moitié de la course, il n'y avait rien de surprenant. Max était premier. Il allait gagner tranquillement. Je pense que si rien ne se passait, ça allait être un résultat classique. C'était même un petit peu ennuyeux, hein, on va pas se mentir au début. Ah non, le début de la course, non, je trouve pas que c'est ennuyeux quand même. Quand Pérez il a failli couper tout le monde en deux, j'ai pas trouvé ça spécialement. Oui, ça c'était le petit stress. Ça, j'avoue que ça aurait été très très bizarre qu'ils prennent Max Verstappen au premier tour. Je sais pas quelle aurait été l'ambiance chez Red Bull. Là, Pérez il se serait fait licencier pendant la course. Hein, il n'y aurait pas eu de débat, je pense. Mais je sais même pas ce qui s'est passé, s'il a fait un blocage. Enfin, vraiment, il a fait un tout droit. Ils restaient tous comme ça. Ouais, et c'est à ce moment-là que Norris il en a profité en plus de ça pour remonter. Donc il a failli couper tout le monde en deux. Et puis ça, heureusement. Et ouais, il a failli prendre les trois premiers d'un coup. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça aurait changé toute la course, hein, ça aurait été sympa. Mais je pense que le résultat aurait été moins satisfaisant. C'est-à-dire que là, on se dit... parce que la McLaren, en fait, le truc, c'est qu'on se dit, ouais, on s'y attendait pas, mais en même temps, elle a quasiment pas roulé le week-end. Elle a pas fait la course au sprint, donc on pouvait pas comparer aux autres, se dire, mais elle roule bien, elle roule pas bien. Là, pendant la course, ça se voyait que la voiture avait vraiment un bon rythme. Norris, elle avait un super bon rythme. Donc, de se dire quand même qu'il a battu Max... sachant que Max était dans la course, je trouve ça encore mieux que s'il avait gagné, si Max avait DNF par exemple, ou qu'il s'était pris Checo ou un truc à la con, quoi. Donc je pense que le résultat comme ça, c'est pas mal. Ouais, donc c'est ça. Donc la première partie de la course plutôt classique, et puis Magnussen qui de nouveau nous fait des folies. Hein. Et il est en bagarre avec Logan Sargent, je pense à la 17e position, et on se dit mais pourquoi ils sont en train de faire ça alors que il n'y a pas trop d'intérêt. Donc forcément il l'accroche et ça va déclencher la safety car. Et c'est là où ça va tout changer. On se dit il y a peut-être un truc. Moi j'ai vu Lando Norris, il n'avait pas fait d'arrêt encore. Ouais. Et alors il y avait un truc très bizarre, c'est qu'il y a la safety car qui est passé devant Max. Et Lando il était devant la safety car pendant un moment. Il était super lent. Il y avait 30 secondes d'écart entre Max et Norris. Je sais mais qu'est-ce qu'ils font?
Je pense que le pilote de la safety car, il a tellement l'habitude que ce soit Max qui soit en première position, qu'il s'est dit je suis devant Max, c'est bon, en fait, Non, c'est vrai. tout est tranquille. Norris Et du coup, c'était oui, c'est ça, c'était assez drôle à voir. Et je pense que c'était une très bonne stratégie de McLaren d'attendre et de risquer, franchement. Bon, après, voilà, peut-être qu'ils ont. Ils s'attendaient pas à ce que ce soit Magnussen qui fasse ça, mais en tout cas, ils ont eu un petit peu de chance sur ce coup-là. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a tout changé. Je t'avoue que quand il y a eu le redépart à la fin de la safety car, on s'est dit, ça y est, Max, ça va pas durer très longtemps avant qu'il rattrape Norris. Hein. Et pourtant, Norris, il a réussi à creuser l'écart et jamais Max a réussi à le rattraper. C'est ça le plus fou dans l'histoire. Parce que comme tu disais, si Max avait eu un problème ou un accrochage, tu vois, avec sa voiture, on dirait, ok, il a réussi à battre Max, mais parce que Max avait des problèmes. Là, c'est vraiment à la régulière que Lando a réussi à le battre. Et c'est ça qui est encore plus fou parce qu'il a réussi à creuser l'écart. Du coup, je pense que la safety car a aidé quand même le fait qu'il soit P1. mais même si la safety car ne s'était pas trompée et qu'il était sorti derrière Max, on voyait bien que la McLaren elle marchait super bien et que il aurait pu repasser devant et se battre pour la première place. Après, il me semble aussi que la Red Bull avait un problème, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de grip à l'arrière. Max a avalé d'un truc tout le week-end, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Mais je pense que la P1 a été amplement méritée. Même Max l'a dit que Lando était intouchable toute la course et que il a creusé les. Ouais, c'était même étonnant parce que c'est vrai que Max il avait du mal et c'était pas le cas les autres courses. Hein. On a vu même à un moment il s'est pris le poteau là dans le tournant. Et c'est vrai qu'il avait vraiment du mal, donc c'était pas courant que la Red Bull soit comme ça. Et effectivement, moi je me suis dit, écoute, au fur et à mesure des tours, il va réussir à rattraper son retard comme il l'a fait déjà les autres fois. Et non, l'écart même grandissait. Par contre, on peut dire qu'il n'avait pas vraiment de problème parce que Charles en 3e position n'a jamais réussi à rattraper Max. Donc c'est vraiment, ça montre à quel point Lando en fait était à l'aise avec sa voiture, quoi. Et Max, ça reste Max quand même, parce que par exemple, on compare à Checo, sa voiture n'avait pas de problème et il n'était pas aussi bon. Il y a quand même quelque chose sur le fond du pilotage où Max il est excellent et ça c'est indéniable. Donc on va dire que même avec une voiture qui a un problème, il arrive à être P2. Donc en disant que c'est une mauvaise journée en plus, parce qu'il a osé dire que c'était une mauvaise journée. Donc non, je pense que Max quand même... je pense que les Red Bull, surtout depuis le début de la saison, le niveau il est redescendu par rapport aux autres et les autres sont montés, donc du coup ça équilibre ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est clair, et même au début de la course, je pense que c'est Piastri qui était très très bien placé. Et malheureusement, il a eu un accrochage avec Sainz. D'ailleurs, je trouve que Sainz, il n'a pas encore eu sa pénalité. Ouais. Je trouve que c'était un petit peu... c'est très très dommage parce que Piastri, je pense qu'il était vraiment en très bonne voie, même peut-être de finir sur le podium. Et du coup, il a dû changer son aileron avant et sa course était finie. Mais moi, en regardant la course, je me disais, franchement, je pensais pas du tout à Lando Norris. Je me disais, à la limite, c'est même Piastri qui va avoir un meilleur résultat. Et puis, c'est un peu sorti de nulle part. Donc, je trouve que c'est ça qui est encore plus cool dans sa première victoire. C'est que, en fait, personne n'attendait ce résultat. C'est pas comme s'il était deuxième et qu'on se disait, il y a peut-être une chance et tout. C'est vraiment... c'est vraiment dû et c'est vraiment mérité vraiment à son talent et à la stratégie, quoi. Ah mais très clairement. Et puis Piastri au début, à un moment donné, il lidait le Grand Prix carrément. J'étais comme une ouf. Piastri il va faire sa première victoire et tout. C'est ça. Et puis là, je sais pas. En fait, les résultats sont carrément inversés. Le résultat de la course a été impressionnant. De toute façon, la course a été géniale. Pour moi, c'est une des meilleures courses de la saison pour l'instant. Donc franchement... Voici, je pense que c'est clairement la meilleure parce que il y avait ce suspense qu'on n'a pas eu depuis longtemps de se dire allez, il y a quelqu'un de nouveau qui peut gagner. Et surtout, ça aurait été Piastri, j'aurais été aussi hyper content, mais c'est vrai que Lando on attendait depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça aussi que tout le monde était content pour lui. Tu vois, tous les pilotes qui l'ont félicité, c'était hyper beau à voir. C'est une éternité. Et puis ça me faisait un moment que j'avais pas lâché ma petite larme devant le Grand Prix, là j'étais trop heureuse. Je veux dire, pendant les 10 derniers tours, je lâchais pas en fait. J'étais comme une ouf, je me dis non mais faut pas qu'il se crache, faut pas qu'il y ait un problème, faut pas qu'il y en ait un des deux qui se crache. Parce que si on a un qui se crache, qui sorte la safety car, c'est ce qu'ils ont dit à Piastri en plus. Si on a un qui se crache ou qu'on sort la safety car, c'est
c'est qui? Donc du coup, c'est vrai que... Mais c'est bien parce que justement, ce petit suspense, on l'avait pas eu depuis le début de la saison, je trouve. Surtout, on était là, ouais, bon, c'est Max qui va gagner. Et ça faisait plaisir un peu de retrouver cette sensation. Ça me rappelait un peu 2021, tu vois, où il y avait vraiment du suspense. Et du coup, j'espère maintenant que les prochaines courses, ça va être un peu la même chose et que les McLaren puissent un peu challenger Max pour la victoire. Bah, c'est ça, puis pour l'instant, ils ont fait les modifications que sur la voiture Lando, c'est-à-dire que la voiture de Piastri a que la moitié des modifications, donc on sait pas encore si... Enfin, on sait pas encore réellement les résultats que ça peut avoir, et je pense que ça peut vraiment avoir des résultats. De toute façon, l'année dernière, j'avais dit, là, tous ceux qui vont regarder la vidéo, qui m'avaient dit non, les McLaren cette année, elles vont concurrencer les Red Bull, et je le savais. Et là, c'est beau de voir que ça se réalise, Lando première victoire, truc de ouf, ouais, c'est génial. J'ai hâte de voir les prochaines courses pour voir ce que ça va vraiment donner avec Piastri et la totalité des modifications. Mais oui, c'est ça qui était bien, c'est on retrouvait cette émotion de quelqu'un qui attendait la victoire depuis très longtemps. Et c'est vrai que voilà, quand c'est Max, chaque course qu'il gagne et il est limite blasé. En fait, c'est ce qu'on disait, il est limite plus content quand c'est Lando qui gagne que quand c'est lui qui gagne en fait. Et c'est vrai que ça faisait plaisir. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde les courses, c'est pour avoir cette petite émotion, quoi. C'est vrai. C'est vrai que le fait que Max gagne tout le temps, c'est redondant et c'est aussi incroyable parce que une domination comme ça dans l'histoire, lui il gagne toutes les courses. Donc c'est vrai que l'année dernière c'était assez hallucinant et je me suis dit, j'espère que cette année ce sera pas pareil parce que c'est vrai que même si c'est incroyable qu'il soit autant fort, tout le temps à gagner, c'est vrai que là de voir des premières victoires, des gens qui changent. Là, Sainz qui avait gagné une victoire, il me semble, cette année, plus là, Lando qui gagne. Enfin, de voir du changement, de voir de l'émotion, parce que Max, c'est vrai que sur le podium, comme tu l'as dit, il est blasé finalement. Carrément, il se bat même plus avec les autres, il se bat avec son propre record, donc c'est vrai que c'est hallucinant, mais bon, pour ceux qui regardent, c'est un peu moins rigolo, quoi. Du coup, à chaque fois, je donne une note sur 10 à la course. Je sais pas quelle note tu donnerais à cette course. Alors... Moi, je suis pro McLaren, pro Piastri, pro Norris. Moi, je kiffe trop cette écurie, c'est parce que c'est mon écurie préférée. Donc forcément, la note, elle va aller de cela. Pour moi, là, pour l'instant, comparé à toutes les autres courses de la saison, on est vraiment sur un 10 sur 10. Ouais, allez, un 10 sur 10. Je l'ai donné moi, mais non. Tu donnerais combien à cette course ? Je vais dire, c'est vrai que pour moi c'était la meilleure qu'on a eue jusqu'à présent. Je dirais 9 parce que je pense qu'il peut y avoir encore plus peut-être de surprises, mais j'espère qu'il y en aura encore des plus incroyables. Mais 9, ouais, franchement, c'était vraiment très agréable à regarder et c'est vrai que ça faisait longtemps où... Déjà, je trouve que le sprint avec Ricciardo, il y avait ce suspense et en plus, voilà, la course avec Lando, franchement, c'était un bon week-end à regarder, donc ouais, très agréable et un très bon moment, c'est pour ça qu'on regarde la Formule 1, donc j'espère que le reste sera comme ça aussi. Alors maintenant, on va parler des pronostics pour la prochaine course. C'est Imola, la suivante. C'est quoi ton top 3 pour la prochaine course ? Enfin, les qualifs et pour la course. Non, en vrai, je donne un podium. Max, Lando et Charles. Ouais, c'est pas mal. Une Ferrari à la fin. Qui vous voulez. Je vous laisse libre cours à votre réflexion. Et toi, du coup, tu mettrais qui sur le podium et qualif aussi ? En qualif, je pense, je vais dire... Charles en premier. Je pense qu'il peut se mettre en pôle en Italie, surtout avec les supporters et tout. Donc je dirais Charles, Max et peut-être Lando en troisième. Et après, pour la course, je pense qu'il faut être réaliste. Je vais dire Max en premier. Charles en deuxième. Et peut-être Carlos. Peut-être que Carlos, il va nous faire une dinguerie, je pense. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que Ferrari en Italie, à chaque fois, ils doivent faire un effort supplémentaire et du coup, je pense qu'ils vont se dépasser et peut-être être devant les McLaren cette fois-ci parce que justement, ils auront un peu la pression, tu vois. Donc... Mais bon, peut-être que les McLaren vont être sur leur lancée et du coup, ouais, peut-être Norris en troisième aussi. Mais je vais dire Charles Sainz en troisième quand même.
Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve pour la prochaine course à Imola. Et du coup, Léane, j'espère que tu vas continuer à faire des photos et peut-être on va te retrouver sur les circuits bientôt. Et en tout cas, c'était très cool de t'avoir dans ce podcast. J'espère que tu as kiffé l'expérience. Du coup, j'ai kiffé de ouf et on fait ça quand tu veux. Bah écoute, pour la prochaine épisode où il y a McLaren qui gagne, je sais qui est invité maintenant. Carrément, c'est pas. Ok. À bientôt, salut. À bientôt, Ciao. salut, ciao.